Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être que vous étiez avec moi en direct tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais vous avez dû remarquer que ma caméra ne fonctionnait pas et que le son n'était pas génial. Du coup, j'ai un petit peu regardé ce qui n'allait pas dans ma caméra et dans mon micro. Donc, j'ai tout vérifié et je me suis dit que j'allais faire un double de ce direct, mais beaucoup plus condensé. Et comme ça, je le mettrai dans la partie vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, je vous disais, si vous avez vu la vignette, qu'il y a eu une grande victoire qui est arrivée hier, mercredi 11 septembre 2024. Et cette victoire, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a abandonné de manière humiliante dans le combat qui nous opposait pour faire annuler la première révocation que j'avais subie en août 2019. Mais d'abord, pour commencer, vous avez dû remarquer que j'étais absente pendant 3 mois, puisque le dernier direct que j'ai fait avec mon amie Christelle remontait au 18 septembre 2024. Et donc ce direct, eh bien, c'était consacré à l'audition que j'avais à Paris, au tribunal judiciaire de Paris. Donc j'ai été convoquée par une juge d'instruction qui s'appelle Noémie Courgeon, et je ferai une petite vidéo spéciale pour Noémie Courgeon dans les prochaines semaines. Et donc, lors de cette audience qui s'est passée le 7 juin 2024, eh bien, j'ai expliqué que les deux faux juges, à mes yeux, faux juges administratifs, qui s'appellent Olivier Nizet à Châlons-en-Champagne dans la Marne et Éric Mess à Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, eh bien, ils avaient totalement tort en m'accusant de diffamation. Et donc, jusqu'à présent, 3 mois plus tard, eh bien, pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle de cette plainte en diffamation, mais je sais déjà comment je vais me défendre et je pense que je vais prochainement recontacter Madame la juge d'instruction Noémie Courgeon pour lui demander si elle a fait une enquête. Voilà. Donc, pendant les 3 mois qui ont suivi, eh bien, j'ai dû me reposer, tout simplement, surtout au mois d'août, parce que vraiment, j'étais très fatiguée. Et donc, je vais vous rappeler brièvement, il y a eu 2 choses importantes qui se sont passées pendant ces 3 mois, et donc je vais vous les présenter. Alors, si vous vous souvenez, le 12 mars 2024, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne, eh bien, j'avais obtenu une autre victoire, c'était que le tribunal administratif a enfin ordonné au rectorat de l'Académie de Reims de me communiquer 14 documents administratifs que je demandais en vain au rectorat depuis 5 ans et demi. Donc, sur ces 14 documents, il y en avait un que j'avais demandé pour la première fois le 11 septembre 2018. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça fait à peu près ça fait 6 ans, 2018-2024. Donc, le 12 mars 2024, le TA de Châlons en Champagne, le jugement a été rendu par Madame Anne-Sophie Mac, qui est présidente de la première chambre du tribunal et donc vice-présidente du tribunal administratif. Et donc, ce jugement enjoignait au rectorat de Reims de me communiquer ces 14 documents administratifs dans un délai de 2 mois. Vous vous rappelez, j'ai fait une ou deux vidéos là-dessus et je vous disais que c'était vraiment une marque de bienveillance du tribunal administratif vis-à-vis du rectorat de Reims. Voilà. Donc, le rectorat avait 2 mois pour me communiquer ces documents. Donc, ça veut dire que le délai, c'était le 12 mai. Le 12 mai, eh bien, je n'ai rien eu. Voilà. Donc, j'ai adressé une demande d'exécution de jugement à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et Madame Maigret, je vous mettrai sa photo tout à l'heure, donc Madame Sylvie Maigret, présidente du Théâtre Châlons, elle a écrit au recteur de l'Académie de Reims pour lui dire cher monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas donné les documents à Madame Chassard parce que vous aviez quand même 2 mois pour le faire et je vous donne 1 mois pour m'expliquer pourquoi vous n'avez pas donné ces documents. Ou alors, au bout d'un mois, si vous êtes intelligent, vous comprendrez qu'il faut lui donner les documents. Voilà. Donc, elle lui a envoyé ce courrier, Madame Maigret, elle lui a envoyé ce courrier au recteur de l'Académie de Reims le 21 mai. Et donc, c'est pour ça que le 18 juin 2024, le recteur de l'Académie de Reims, eh bien, il m'a adressé ce courrier dont vous voyez le début à l'écran.
Alors, vous remarquerez que le courrier du recteur est daté du 18 juin 2024, mais il a quand même attendu plus de 2 semaines pour le poster, parce que l'enveloppe a été postée le 4 juillet, c'était un courrier recommandé, et c'est pour ça que je l'ai eu le 5 juillet. Et le rectorat de Reims a encore attendu quelques jours, parce que ce courrier que vous voyez à l'écran, le rectorat l'a communiqué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 12 juillet. Donc, vous voyez, ils ont vraiment du temps à perdre au rectorat de Reims. Alors, le recteur, qu'est-ce qu'il me dit le 18 juin 2024? Est-ce qu'il me transmet les 14 documents que j'attendais? Eh bien, pas du tout. En fait, il m'en communique 6, uniquement 6. Donc, c'est pour expliquer vraiment qu'est-ce que sont ces 6 documents que je ferai une vidéo spéciale. Mais déjà, vous voyez qu'il ne me les donne pas tous. Alors, comment le recteur explique-t-il l'absence des 8 autres documents? Puisque 14 moins 6, si je compte bien, ça fait 8. Comment il l'explique? Eh bien, de 3 manières. D'abord, il me dit qu'il y a des documents qui n'ont jamais existé. Voilà. Et il y en a un notamment, le fait que ce document n'ait pas été fabriqué, n'ait pas été confectionné, alors qu'il aurait dû l'être, eh bien, ça montre justement que le rectorat avait l'intention de me nuire. Deuxièmement, le recteur me dit qu'il y a certains documents qui ont existé, mais qui n'ont pas été conservés. Oh, c'est bien dommage, parce que depuis 5 ans et demi que je demande ces documents, jamais le recteur n'a expliqué à moi ou à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, ou au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, jamais le recteur n'a dit ah ben les documents, certains documents que demande Madame Chassard, ils ont existé, mais ils n'ont pas été conservés. Jamais pendant 5 ans et demi, le rectorat de Reims n'a dit cela. Mais juste le 18 juin 2024, j'apprends qu'il y a des documents qui ont existé mais qui n'ont pas été conservés. Et parmi eux, eh bien, comme par hasard, les 3 courriels professionnels que la principale du collège de Suippes, Valérie Richard, avait envoyés en septembre 2018 à quelques hiérarques du rectorat de Reims, eh bien, ces 3 courriels-là, voilà, ils se sont volatilisés ou ils ont été mis au broyeur ou à la poubelle, mais en tout cas, ils n'existent plus. C'est bien dommage. Et puis, il y a des documents qui existent, mais sous une forme particulière. Si vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo numéro 69 pour expliquer comment le rectorat de Reims s'y prenait pour m'empêcher de connaître certaines informations embarrassantes. Et une manière, justement, pour le rectorat, c'est de caviarder, c'est d'occulter dans un document qu'il me transmet, c'est de caviarder, de noircir des informations que le rectorat ne veut pas que je connaisse. Eh bien, c'est ce que le rectorat a fait dans 4 documents dans 5 documents qui m'ont été donnés par lui. Eh bien, vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le caviardage, c'est-à-dire que toutes les informations que le recteur ne veut pas que je connaisse, eh bien, elles sont noircies, caviardées, voilà. Et dans ce document, qui est un procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Académie de Reims, eh bien, ce procès-verbal, en première page, vous avez la liste des personnes qui étaient présentes dans cette séance du CHSCT académique. Voilà. Et les noms de ces personnes ont toutes été caviardés. Pour vous montrer à quel point c'est vraiment une intention de me cacher des informations, il y a donc 7 ans, c'était en 2017, j'avais demandé aussi un procès-verbal d'un CHSCT, c'était le CHSCT académique du 19 décembre 2016. Donc, je l'ai obtenu 7 mois plus tard, d'accord. Et il n'était absolument pas caviardé. Il n'y avait aucune information noircie, aucune. Donc en 2017, j'obtiens un procès-verbal du CHSCT académique totalement transparent, d'accord. Enfin, voilà, tout y est. Et puis 7 ans plus tard, pour le même genre de document, eh bien, quasiment tout est noirci, et notamment la liste des personnes présentes. Alors, évidemment, ça ne me gêne pas parce qu'il y a la fonction des personnes qui apparaît, et comme je connais tous les gens maintenant du rectorat, eh bien, je peux savoir qui était présent ou présente dans cette séance. Voilà. Mais c'est pour vous montrer l'absence totale de transparence dans la communication des informations par le rectorat de l'Académie de Reims. Alors, parmi ces documents que je demandais, pardon, parmi ces documents, il y en avait un qui était très important. Et c'était la convocation
au conseil de discipline en 2019. Donc, pour vous resituer le contexte brièvement, à l'automne 2018, lorsque je suis professeur en documentation au collège Louis Pasteur de Suippes, dirigé par la principale Valérie Richard, eh bien, celle-ci organise contre moi, pendant les 4 mois de l'automne 2018, dans mon dos et sans que je le sache, organise une entreprise de placardisation, ostracisation, diffamation. Et à cette entreprise participe une vingtaine de personnels du collège de Suippes. La rectrice d'académie, bien sûr, qui connaît cette entreprise, mais qui ne me le dit pas, me suspend de mes fonctions le 14 janvier 2019 et 3 mois plus tard, elle me dit qu'il va y avoir un conseil de discipline contre moi parce qu'elle a accumulé plein d'informations sur mon comportement agressif, dysfonctionnel, etc. Et elle m'envoie un courrier le 12 avril 2019 pour m'indiquer qu'il va y avoir un conseil de discipline le 21 mai 2019. Or, lorsqu'elle m'envoie ce courrier à moi, après m'avoir envoyé ce courrier à moi, elle est obligée de convoquer les membres du conseil de discipline. Dans un conseil de discipline de l'éducation nationale, il y a 38 personnes, il y a 19 personnes qui sont membres de l'administration et il y a 19 personnes qui sont des représentants des personnels. Donc la rectrice doit convoquer toutes ces personnes, aussi bien les titulaires que les suppléantes et les suppléants, et elle doit leur envoyer donc une convocation. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces convocations, eh bien, moi, je les demandais depuis 2019. Depuis que le conseil de discipline a eu lieu, le 21 mai 2019, je demandais à la rectrice qu'elle me donne les convocations qu'elle avait envoyées, parce que je voulais vérifier la date à laquelle avaient été envoyées ces convocations. Et pourquoi cette date est-elle importante? Je vous montre à l'écran 2 articles d'un décret qui réglemente la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État. Donc, c'est le décret numéro 84-961. Et les articles dont je vais parler, ce sont les articles 2 et 9. Alors, ce décret dit explicitement et expressément que pour convoquer un conseil de discipline qui va juger des fonctionnaires, eh bien, il faut que ce soit l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui convoque ce conseil. Donc, c'est la rectrice ou le recteur d'académie. Donc là, c'est la rectrice d'académie Hélène Incel qui a convoqué ce conseil de discipline. Donc, la première condition était réunie. Et la deuxième condition, très importante, c'est que quand elle convoque les membres du conseil de discipline, la rectrice d'académie doit leur donner un document qui s'appelle le rapport disciplinaire. Donc, un conseil de discipline est valablement saisi lorsque la rectrice d'académie envoie aux membres du conseil de discipline le rapport disciplinaire. C'est la présence de ce document avec la convocation qui constitue une saisine régulière d'un conseil de discipline. Or, moi, je savais, en 2019, je savais que le rapport disciplinaire avait été rédigé et signé par la rectrice d'académie, comme vous le voyez à l'écran, le 16 mai 2019, c'est-à-dire 5 jours avant mon conseil de discipline, qui était le 21 mai 2019. 5 jours avant, le conseil de discipline, la rectrice signe le rapport disciplinaire. Donc, ça veut dire que, forcément, si elle a envoyé les convocations aux membres du conseil de discipline avant le 16 mai 2019, eh bien, ça veut dire qu'elle n'a pas respecté les 2 articles 2 et 9 du décret 84-961 du 25 octobre 1984. Et c'est pour ça que je voulais absolument avoir ces convocations. Alors, dans son courrier du 18 juin, eh bien, ce que me dit le recteur à propos de ces convocations, c'est que les convocations ont bien été envoyées, mais je peux seulement le vérifier avec la liste d'émargement du conseil de discipline du 21 mai 2019. Or, cette liste d'émargement, premièrement, je la possédais déjà, je l'avais obtenue en 2019, et ensuite, ça ne me dit absolument pas à quel moment, à quelle date la rectrice d'académie a envoyé les convocations aux membres du conseil de discipline. Et ce document-là, le recteur
quand il m'écrit le 18 juin 2024, eh bien, il ne veut pas me le donner. Donc, moi, j'en ai déduit qu'il y avait quelque chose à cacher dans ce document, il y avait quelque chose de très, très embarrassant dans ce document. Alors, lorsque j'ai reçu les documents, le 5 juillet, donc je commençais déjà à être fatiguée et je me suis dit, je vais laisser poser pendant l'été et je reparlerai de ces documents en septembre au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la cour administrative d'appel de Nancy. Et il s'est passé quelque chose pendant l'été que j'ai appris seulement il y a 3 jours, lundi 9 septembre 2024. Donc voici ce qui s'est passé sans que je le demande à la cour administrative d'appel de Nancy. Le 14 août 2024, il y a une personne qui a demandé au ministère de l'Éducation nationale, qui a demandé communication de documents supplémentaires pour compléter l'instruction. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que depuis 4 ans que la Cour administrative d'appel avait certains de mes dossiers, jamais, jamais la Cour de Nancy n'avait demandé des documents supplémentaires au ministère ou au rectorat de Reims, alors que moi, je le lui demandais de le faire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, d'une part, ça veut dire qu'ils commencent à bien faire leur travail, et d'autre part, qu'est-ce que c'est que ces documents? Donc vous voyez que le ministère a rapidement donné les documents à la Cour administrative d'appel de Nancy et le 4 septembre, la Cour a envoyé ces documents à mon avocate, maître Alice Lerat. Et Madame Lerat m'a donné ces documents le lundi 9 septembre 2024. Alors, je vous montre qu'est-ce que c'était que ces documents. Eh bien, c'était justement les convocations au conseil de discipline du 21 mai 2019. Donc là, j'ai fait un petit montage pour que ça tienne dans le format de la diapo. Donc là, vous avez une convocation qui est envoyée à Monsieur Frédéric Bleuzet, qui est un inspecteur pédagogique régional en documentation, justement, et je le connais puisque je l'avais vu une fois. Et donc, cette convocation est envoyée le 23 avril 2019, c'est-à-dire avant le 16 mai 2019, date à laquelle le rapport disciplinaire a été rédigé et signé. Et comme vous le voyez aussi dans la convocation, à aucun moment, la rectrice ne parle de ce rapport disciplinaire. Elle ne mentionne même pas mon nom, d'ailleurs, c'est un peu étrange. Et elle avertit simplement les membres du conseil de discipline qu'ils peuvent, il et elle peuvent consulter mon dossier administratif au rectorat de Reims. Donc, avec ce document, j'ai la preuve absolue que la rectrice d'académie, Hélène Incel, n'a pas respecté les règles de saisine du conseil de discipline. Parce que dans sa convocation aux membres du conseil de discipline, elle ne leur donne pas le rapport disciplinaire. Et pour cause, puisque ce rapport disciplinaire a été rédigé et signé seulement le 16 mai 2019. Donc, avec les convocations que le ministère a été obligé d'envoyer à la Cour d'appel de Nancy le 30 août 2024, vous voyez, 5 ans, il a fallu 5 ans, eh bien, avec ce document, j'ai la preuve absolue que la saisine, le début de la procédure disciplinaire à mon encontre en 2019, eh bien, c'est totalement irrégulier. Donc, rien qu'avec ce document, rien qu'avec cette preuve, je peux faire tomber toute la procédure disciplinaire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai apprise le lundi 9 septembre 2024 et vous comprenez bien que j'en étais très contente. Et le mardi 10 septembre 2024, j'ai eu une surprise encore plus grande. Donc, il y avait une audience qui était prévue aujourd'hui, le 12 septembre 2024, il y avait une audience qui était prévue à la Cour administrative d'appel de Nancy dans mon dossier pour la première révocation, pour faire annuler la première révocation. Il y avait une audience aujourd'hui. Et normalement, avant l'audience, eh bien, les parties, c'est-à-dire les fonctionnaires ou l'administration, eh bien, connaissent le sens des conclusions des rapporteurs publics. Alors, les rapporteurs publics, ce sont des personnes ce sont des magistrats, enfin, ce sont des membres de juridiction administrative et à la Cour d'appel de Nancy, il y en a un dans chaque chambre. Et le ou la rapporteur public, en gros, c'est une personne qui va proposer comment on va résoudre le litige.
comment on va, quelle décision on va prendre pour fermer le dossier. Donc, connaître le sens des conclusions des rapporteurs publics, ça permet de faire comprendre aux fonctionnaires qui contestent des décisions de l'administration, ça leur permet de comprendre si ils et elles ont des chances de voir leur requête aboutir. Voilà. Et jusqu'à présent, eh bien, je n'avais eu que très très peu de conclusions favorables depuis 7 ans que j'ai déposé des recours pour faire annuler des décisions de l'administration contre moi. Et donc, j'attendais avec impatience de connaître les conclusions du rapporteur public dans ce dossier de la première révocation. Et quand je regarde Télérecours citoyen le mardi 10 septembre 2024, eh bien, voici ce que je découvre. Et là, j'ai failli sauter de joie tellement c'était inattendu et tellement c'était favorable pour moi. Donc, le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Nancy dit qu'il faut confirmer l'annulation de ma première révocation. Donc, cette annulation avait déjà été faite en 2021 par le tribunal administratif de Châlons-Champagne, mais le ministère de l'Éducation nationale avait fait appel, et donc c'était la Cour administrative d'appel de Nancy qui devait décider. Voilà. Donc, le rapporteur public dit qu'il faut confirmer l'annulation de cette première révocation, non pas tant parce que la première révocation avait été insuffisamment motivée par le rectorat de Reims, mais surtout parce qu'il y a une irrégularité dans la procédure disciplinaire. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que le rapporteur public de la CAA de Nancy a choisi d'aller au fond de l'affaire. Il aurait pu rester à la surface, rester sur la forme. Il aurait pu dire, comme le tribunal administratif de Châlons-Champagne l'avait fait le 6 juillet 2021, il aurait pu dire la première révocation contre Madame Chassard, elle était insuffisamment motivée et donc c'est pour ça qu'il faut l'annuler. Le rapporteur public de la CA de Nancy aurait pu dire la même chose. Mais puisque le rapporteur public a décidé de juger au fond de l'affaire, ça veut dire qu'il a vraiment examiné le dossier et qu'il a vraiment essayé de savoir si, comme je le disais depuis 5 ans, si la procédure disciplinaire avait été irrégulière. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il a trouvé une irrégularité importante dans la procédure disciplinaire. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le jour du conseil de discipline, le 21 mai 2019, c'était un mardi, moi, je n'étais pas présente et mon avocate, maître Alice Lerat, ne l'était pas non plus. Pourquoi? Pas du tout parce que nous avions peur, mais parce que nous avions demandé le report du conseil de discipline à cause du fait que le rectorat ne nous avait pas communiqué tous les documents dont j'avais besoin pour ma défense. Donc, nous avions demandé le report et j'estimais, et mon avocate aussi, que ce n'était pas la peine d'être présente puisque nous demandions le report du conseil de discipline. Malheureusement, le matin, eh bien, la question a été posée, a été mise au vote. Est-ce qu'il faut reporter ce conseil? Et malheureusement, les 38 membres du conseil ont dit « Oh non, c'est pas la peine, on connaît toute l'affaire, on va juger Madame Chassard même si elle n'est pas là. » Et donc, ce jour-là, il y a 3 témoins qui ont été entendus par le conseil de discipline. Et ces 3 témoins, eh bien, je les connais, puisque ce sont des individus qui travaillaient en 2019 au collège Louis Pasteur de Suippes et pour certains qui y travaillent encore. Ce sont le CPE, conseiller principal d'éducation, Florian Dangui, c'est le professeur de mathématiques Nicolas Rio et c'est la gestionnaire adjointe Séverine Maché. Sauf que moi, petite fonctionnaire, je ne savais pas du tout que le rectorat de Reims allait inviter ces 3 individus à témoigner contre moi. Je ne le savais pas. Et en plus, lorsque les membres du conseil de discipline ont voté le fait de faire le conseil, même si moi je n'étais pas là, eh bien, ils ont écouté ces gens alors que moi je n'étais pas là pour me défendre. Et je n'étais pas là pour contester tout ce que ces 3 individus ont raconté de mensongers et d'affabulation. Vous comprenez? Et donc ça, le fait que justement le conseil de discipline se soit tenu avec
3 témoins à charge qui ont raconté tout ce qu'ils voulaient contre moi, sur moi. Moi, je n'étais pas présente et je ne savais pas que ces 3 témoins viendraient. Eh bien, ça constitue une méconnaissance des droits de la défense et une violation du caractère contradictoire de la procédure. Et donc, cette conclusion du rapporteur public de la CA de Nancy, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est la première fois depuis des années que mes recours sont dans des juridictions administratives. C'est la première fois vraiment qu'il y a une personne d'une juridiction administrative qui pointe une irrégularité importante dans la procédure disciplinaire du rectorat de Reims contre moi. Donc, quand j'ai vu ça, eh bien, j'étais absolument aux anges et j'ai dit à mon avocate que vraiment, là, il y avait un tournant et que c'était sûrement quelqu'un qui avait fait correctement son travail et qui avait vu effectivement les irrégularités. Voilà. Donc, quand on a vu ça, Maître Lerat et moi, eh bien, on s'est dit, bon, ben, on a gagné. C'est pas possible que le jugement, après, ne tienne pas compte de ce que propose le rapporteur public. Donc ça, c'était le mardi 10 septembre 2024. C'était avant-hier. Et hier matin, alors là, il y a quelque chose d'encore plus énorme qui est tombé. Je vous le fais découvrir. Donc, c'est un courrier du ministère de l'Éducation nationale adressé à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et vous lisez comme moi, eh bien, le ministère se désiste. Le ministère, en 2021, avait fait appel de l'annulation par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avait fait appel de cette annulation. C'est-à-dire que le ministère n'acceptait pas que ma première révocation fût annulée par le TA de Châlons. Et depuis 3 ans, le ministère gardait son appel à la CA de Nancy, évidemment, pour m'empêcher d'avoir une victoire. Et là, hier, un jour après que les conclusions du rapporteur public aient été connues, là, le ministère dit tout simplement: oh, ben écoutez, je sais bien qu'on est le 11 septembre, je sais bien qu'il y avait une audience le 12 septembre, mais en fait, voilà, je me retire. Je me retire. Je ne veux plus combattre. Terminé. Donc, ce désistement, eh bien, c'est une victoire immense parce que c'est une humiliation pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour ça que dans la vignette de générique, j'ai mis cette image, ce dessin d'un chien qui s'en va penaud, la queue entre les jambes. Donc, ce désistement, c'est un peu comme si, sans avoir combattu, j'avais mis mon adversaire KO. Voilà. Et mon avocate, Maître Lerat, lorsqu'on s'est parlé au téléphone, eh bien, elle m'a dit: je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, maintenant, elle doit avoir quelques 18 ans d'expérience. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Voilà, incroyable. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que l'annulation de la première révocation qui a été faite par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 juillet 2021, cette annulation, désormais, elle est définitive. Et ça signifie que je vais être réintégrée pendant la période de la première révocation, c'est-à-dire entre le août 2019 et juillet 2021. Voilà. Alors, c'est tellement, mais tellement extraordinaire, c'est tellement inhabituel, ça, je veux dire, ça arrive tellement peu, ce genre de choses, que l'administration, la veille d'une audience publique, se retire du dossier, retire sa requête en appel, simplement parce qu'elle s'est aperçue qu'elle allait perdre. Le ministère s'est aperçu qu'il allait perdre devant la Cour administrative d'appel de Nancy. C'est tellement surprenant que je me suis posé la question, on en a discuté avec mon avocate, Maître Lerat, je me suis posé la question, mais comment peut-on expliquer un tel revirement? Alors, je vois plusieurs explications. Bien sûr, je ne saurai jamais le fin mot de l'histoire, je n'aurai jamais de preuves, mais je vais quand même vous donner quelques explications possibles. Donc, la première chose, c'est que si vous vous souvenez aussi, il y a un an, jour pour jour, le 11 septembre 2023, j'avais aussi obtenu une petite victoire vis-à-vis d'un de ces prétendus juges qui, en fait, ne font pas correctement leur travail et qui s'appelle Éric Mess.
et qui est premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et à cette époque-là, donc en septembre 2023, eh bien, M. Éric Meiss, il était président de la troisième chambre où mon dossier avait été enregistré et il avait refusé pendant déjà 2 ans, plus de 2 ans, il avait refusé de faire correctement son travail de juge et de prendre des mesures d'instruction que je lui demandais de prendre. Donc, j'avais été obligée de porter plainte contre lui. Et le 11 septembre, et j'avais en plus, avec mon avocate, on avait demandé sa récusation. Eh bien, le 11 septembre 2023, comme vous le voyez à l'écran, il a été obligé, M. Éric Meiss, de se déporter de mon dossier. Ça veut dire qu'il a été obligé de dire à la présidente de la Cour, bon, ben c'est vrai, Madame Chassard, elle a porté plainte contre moi, et puis moi aussi d'ailleurs, hein, je vais porter plainte contre elle, donc objectivement, je ne peux plus m'occuper de son dossier. Voilà. Donc ça, c'était une première petite victoire qui a dû montrer aux membres de la Cour administrative d'appel de Nancy que je ne lâcherai pas l'affaire et que je combattrai jusqu'au bout pour mes droits. Ensuite, il y a le fait que donc là, je vous montre l'organigramme actuel de la Cour administrative d'appel de Nancy. Donc, puisque Éric Meiss ne s'occupait plus de mon dossier, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui le remplace. Alors, vous voyez le nom d'un autre rapporteur qui est David Berthoud. Donc, il est possible que ce soit M. David Berthoud qui ait fait le travail que M. Éric Meiss ne voulait pas faire. Et il y a aussi le rapporteur public qui s'appelle M. Swan Marshall. Donc, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre de ces deux personnes, David Berthoud et Swan Marshall, eh bien, ils ont dû faire leur travail correctement. Je ne peux expliquer le sens des conclusions du rapporteur public que en pensant que ces deux personnes ont fait correctement leur travail et ont examiné avec attention mon dossier et tous les éléments de preuve que je donnais. Donc ça, c'est la deuxième explication, c'est qu'après le départ de M. Meiss, eh bien, il y a une ou deux, peut-être 3 personnes, je ne sais pas, qui ont vraiment examiné dans le détail mon dossier et qui ont compris que je disais la vérité depuis 2019. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication possible, si vous suivez mes vidéos depuis l'année dernière, donc cette opération Stop au déni de justice que j'ai lancée en juin 2023, eh bien, elle consistait notamment à envoyer des courriels d'interpellation. Qu'est-ce que c'est un courriel d'interpellation? Eh bien, c'est un courriel que j'adresse à une personnalité qui évidemment est partie prenante de mon affaire. Et le titre déjà du courriel est assez percutant pour faire comprendre au destinataire que je parle de quelque chose d'important. Et puis surtout, je mets en copie ouverte de ces courriels des dizaines de personnes. Voilà. Et c'est une manière de faire comprendre à mes destinataires que je veux rendre public mon affaire parce que je veux absolument que ce déni de justice dont je suis la victime cesse. Et pour cela, il me semble que la publicité peut être une bonne chose. Et donc, ces courriels que j'ai commencé d'envoyer en juin 2023, je les ai envoyés notamment au plus haut magistrat de la juridiction administrative en France, c'est-à-dire au Conseil d'État. Le monsieur que vous voyez à l'écran, il s'appelle Didier Roland-Tabuteau et c'est le vice-président du Conseil d'État. Quand on dit vice-président, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, mais en fait, c'est lui le chef. Voilà. Le président en fait, du Conseil d'État, c'est le même que celui qui habite l'Élysée. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, M. Didier Roland-Tabuteau, eh bien, il a reçu mes courriels au mois de juin et au début juillet, et j'en ai la preuve, puisque, comme vous le voyez, il m'a envoyé une notification de lecture. Et d'ailleurs, il m'a envoyé en tout 7 notifications de lecture. Là, vous voyez, j'ai fait bien sûr la liste, hein, j'ai sauvegardé toutes les notifications. J'ai fait un PDF avec toutes ces informations. Et vous voyez qu'il m'a envoyé 7 notifications de lecture. Après le mois de juillet, personne ne m'envoyait plus de notifications de la part du Conseil d'État. OK. Et il y a une autre personne aussi importante au Conseil d'État à qui j'ai envoyé des courriels, c'est la conseillère d'État qui s'appelle Brigitte Fémolan, que vous voyez à l'écran, et qui préside la mission d'inspection de la justice administrative. Donc, c'est une partie du Conseil d'État qui est très importante parce que justement, elle doit veiller au bon fonctionnement des juridictions administratives. Elle assure un audit de qualité des institutions, elle fait des visites d'inspection et elle recommande des solutions pour améliorer le service rendu aux justiciables, sachant que je suis une justiciable, une citoyenne de la République et une contribuable. Voilà.
Donc, les courriels que j'ai commencé d'envoyer à partir de juin 2023, eh bien, je pense que les personnes au Conseil d'État qui les ont lus, parce que je sais que ces personnes les ont lus à cause justement des notifications de lecture, eh bien, je pense que ces personnes ont dû comprendre vraiment que mon dossier était explosif, qu'il était très très chaud et que je disais la vérité et que j'apportais des preuves de ce que j'affirmais. Donc, je pense que ça a joué pour que, en descendant les échelons, si vous voulez, en venant du Conseil d'État, peut-être que le conseil a été donné aussi bien au tribunal administratif de Châlons-Champagne qu'à la cour administrative d'appel de Nancy. Le conseil a été donné de regarder plus attentivement tous les éléments du dossier que je leur avais donné. Une autre raison qui explique cela, ou plutôt une illustration du fait que les membres du Conseil d'État les plus importants se sont dit que le dossier de Madame Chassard, il fallait quand même y regarder de près, c'est ce que je vous montre à l'écran. C'est-à-dire que le 25 mars 2024, le vice-président du Conseil d'État, donc M. Didier Rolland-Tabuteau, que vous avez vu plus tôt, eh bien, il s'est déplacé avec une délégation, il s'est déplacé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 mars. Vous voyez? Donc, je pense qu'il a fallu quelques mois pour que les membres du Conseil d'État prennent des renseignements sur moi et se disent bon, elle n'est pas trop bête quand même, et puis elle a l'air de savoir ce qu'elle dit. Et donc, du coup, étant donné que j'avais porté plainte contre le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'appelle Alain Poujade, j'avais porté plainte contre lui justement pour déni de justice. Et je pense que c'est pour cela que monsieur Didier Rolland-Tabuteau est venu sur place se rendre compte est-ce que vraiment tout marchait bien dans cette juridiction administrative. Et regardez bien la coïncidence. Le 25 mars, donc, M. Tabuteau se déplace à Châlons-en-Champagne et le 8 avril, soit 2 semaines plus tard, il y a un décret qui porte nomination de M. Alain Poujade, que vous voyez à droite. M. Alain Poujade était jusque-là le président du théâtre de Châlons-en-Champagne. Eh bien, M. Alain Poujade, il est muté à Rennes, en Bretagne. Et donc, il y a une autre membre de juridiction administrative qui vient le remplacer. Et vous la voyez à gauche, il s'agit de Madame Sylvie Maigret, qui est désormais la nouvelle présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, si vous voulez, moi, je me dis quand même, le 25 mars, M. Tabuteau, chef du Conseil d'État, se déplace à Châlons-en-Champagne pour voir comment ça marche le théâtre de Châlons-en-Champagne. Et 2 semaines plus tard, paf, Monsieur le Président Alain Poujade, qui a une petite plainte pour déni de justice contre lui, eh bien, il est muté à Rennes. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez, mais moi, mon opinion est faite. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui a pu jouer? C'est le fait que, avec les courriels d'interpellation que j'envoie assez régulièrement depuis juin 2023, eh bien, il y a les vidéos et les directs que je fais sur ma chaîne YouTube. Parce que quand je fais ces émissions, eh bien, j'envoie toujours le lien de ces émissions et les miniatures de ces émissions dans mes courriels d'interpellation. Donc, ça veut dire que les gens, aussi bien du ministère de l'Éducation nationale que du rectorat de Reims, que des juridictions administratives et aussi bien sûr des journalistes, ces gens sont au courant de ce que je dis, de ce que je montre à l'écran, de ce que j'affirme. Ils sont au courant et donc ils savent que j'irai jusqu'au bout parce que je dis la vérité depuis 5 ans, depuis 8 ans, depuis 2016, je dis la vérité sur le comportement harceleur et nocif et toxique du rectorat de Reims et du ministère de l'Éducation nationale contre moi. Donc je pense que ça aussi, ça a pu jouer. Et dernière chose qui a pu jouer, c'est que cette histoire de documents caviardés. Donc, je vous ai dit que c'était le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par son jugement du 12 mars 2024, avait obligé le rectorat de Reims à me communiquer ces documents. Et le rectorat me les avait communiqués donc début juillet 2024. Mais le rectorat, comme vous l'avez vu aussi, a envoyé ces documents au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, Madame Sylvie Maigret, qui est la nouvelle présidente du théâtre de Châlons, eh bien, elle a vu ces documents caviardés. Elle les a reçus, elle aussi, parce que c'était la preuve que le rectorat avait enfin obéi au jugement du théâtre Châlons. Et je pense
que Madame Maigret, alors soit elle a décidé toute seule de communiquer les documents du rectorat à la cour administrative de Nancy, ou alors c'est la cour de Nancy qui a demandé à Chalon de lui communiquer ces documents. Et je pense très sincèrement que les membres des juridictions qui font leur travail, qui sont compétents, qui sont corrects, qui sont honnêtes, qui sont intègres, quand ils voient un document comme ça qui vient d'une administration, eh bien, je pense qu'ils se disent « Oh là, mais là quand même, il y a des choses à cacher. Là, il y a des choses inavouables que le rectorat de Reims veut nous cacher. » Voilà. Je pense que vraiment de voir un document caviardé de cette façon, et il n'y en a pas qu'un, comme je vous ai dit, hein, sur les 6 que le recteur m'a envoyés début juillet 2024, il y en a 5 qui sont caviardés comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que ça a fait tilt dans l'esprit peut-être des membres de la Cour administrative d'appel de Nancy. Enfin, en tout cas, voilà comment j'explique moi ce revirement. Et puis, je pense aussi que les gens qui sont compétents à la CA de Nancy, ils se sont peut-être rappelés un arrêt du Conseil d'État que je leur avais donné depuis 4 ans. Oui, c'est ça, que je leur avais donné depuis 4 ans. C'est un arrêt très connu, très célèbre et très important qui date de 70 ans. 1954, 2024, 70 ans. C'est ce qu'on appelle l'arrêt Barrel et Ali. Alors, et alii, c'est un mot latin, ça veut dire tout simplement barrel et autres. Si vous voulez, quand vous avez des arrêts importants, des arrêts de jurisprudence importants, c'est-à-dire des décisions des juridictions administratives, donc ça s'appelle des arrêts de jurisprudence, eh bien, ces arrêts, on les reconnaît, on les identifie avec le nom du requérant ou de la requérante qui a porté le recours. Donc là, dans cet arrêt Barrel et alii, ça veut dire qu'il y avait 6 personnes. Il y avait Monsieur Barrel, mais il y avait aussi 5 autres citoyens. Donc, il y avait Monsieur Bedjaoui, Monsieur Guyader, Monsieur Fortune et Monsieur Lingois. Et ces 6 personnes, eh bien, avaient porté un recours au Conseil d'État parce que ces 6 personnes avaient voulu concourir à l'ENA. Et le gouvernement de l'époque leur avait refusé de poser la candidature parce que le gouvernement avait entendu dire que ces 6 personnes étaient des communistes et à l'époque, le gouvernement ne voulait pas qu'il pût y avoir des communistes à l'École nationale d'administration. Et donc, les 6 personnes, les 6 hommes, les 6 citoyens sont allés au Conseil d'État et ont gagné. Et ont gagné pourquoi? Parce que le Conseil d'État, pour juger cette affaire, avait besoin du dossier administratif de ces 6 citoyens. Et donc, le Conseil d'État a demandé au gouvernement de lui communiquer le dossier administratif de ces 6 personnes. Et le gouvernement a refusé. Vous entendez bien, en 1954, le gouvernement a refusé de donner à des juges les plus importants en France, les juges du Conseil d'État, a refusé de leur donner le dossier administratif des citoyens qui avaient porté le recours. Et ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable dans un État de droit. Et donc, à cause de ce refus, eh bien, le Conseil d'État a jugé que les affirmations des 6 citoyens qui disaient nous avons été discriminés parce que le gouvernement nous a refusé la candidature, eh bien, le Conseil d'État jugeait que les 6 citoyens disaient la vérité parce que le gouvernement avait refusé de donner des documents qui étaient nécessaires au juge pour pouvoir juger l'affaire. Et donc, la conclusion de cet arrêt, c'est que si l'administration refuse de fournir des explications quand les juges posent des questions pour comprendre des choses, ou si l'administration refuse de produire des éléments de preuve qui sont nécessaires au jugement de l'affaire, eh bien, à ce moment-là, les juges considèrent que l'administration est coupable parce qu'elle s'oppose à la manifestation de la vérité. Et puisque l'administration est coupable, eh bien, à ce moment-là, les fonctionnaires qui ont porté le recours, ils ont raison et ils gagnent. Voilà. Et donc, cet arrêt, Barrel et alii, eh bien, je le donne aux juges de Châlons et aux juges de Nancy, je le leur donne avec d'autres depuis 4 ans et je leur dis, avec cet arrêt, vous aviez le devoir d'ordonner au rectorat de Reims de vous donner les documents et de me donner des documents qui pouvaient prouver ce que je dis. Voilà. Donc, je pense que ça aussi, ça a commencé à faire son chemin lorsque j'explique
et j'affirme et je martèle à ces membres de juridiction administrative qu'ils et elles ont un devoir d'instruction et qu'il faut absolument accomplir jusqu'au bout ce devoir d'instruction pour que la justice administrative puisse être vraiment réalisée. Voilà. Alors, j'approche de la fin. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Donc voilà, ça c'est l'arrêt Barrel-Attali. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer donc les conclusions du rapporteur public, qui s'appelle d'ailleurs Monsieur Swan Marshall. Donc, je vais lui écrire, bien sûr, pour le remercier, mais je le fais déjà en public. Merci, Monsieur Swan Marshall, d'avoir fait de telles conclusions qui sont totalement normales. Voilà. Alors, donc, Monsieur Swan Marshall, le rapporteur public, il dit la procédure disciplinaire contre Madame Chassard a au moins une irrégularité, c'est que elle aurait dû être au courant qu'il y avait des témoins qui allaient être cités par l'administration à son conseil de discipline et, étant donné qu'elle n'était pas présente au conseil de discipline, l'administration n'avait pas le droit de faire témoigner ces témoins dans le dos, en quelque sorte, de Madame Chassard. Alors, me direz-vous, est-ce qu'il n'y avait que cette irrégularité dans la procédure disciplinaire contre moi en 2019? Pas du tout, pas du tout. Alors, il y a au moins une douzaine d'irrégularités que Maître Lerat et moi avons exposées dans nos mémoires depuis octobre 2019 pour faire annuler justement aussi bien la première révocation que la deuxième révocation. Donc, il y en a au moins une douzaine, je veux dire au moins, d'accord? Mais le rapporteur public n'est pas obligé de garder tous les arguments que nous avons exposés. Donc, les arguments qu'on expose pour contester une décision administrative, ça s'appelle des moyens. Des moyens. Et donc, il existe ce qu'on appelle l'économie de moyens. Ça veut dire, supposons que donc j'expose 12 moyens qui montrent que la procédure disciplinaire contre moi était irrégulière et doit être annulée. S'il y en a un qui paraît vraiment évident au juge et qui paraît sans contestation possible, eh bien, le rapporteur public a la possibilité de garder uniquement ce moyen, uniquement un seul. Et comme ça lui fait l'économie d'examiner et de justifier les autres moyens. Donc, c'est un principe d'économie de moyens qui a prévalu pour que M. Marshall ne garde qu'un seul motif pour annuler la première révocation. Une seule irrégularité dans la procédure disciplinaire. Mais, lorsque j'ai vu cela, j'en ai parlé bien sûr à Madame Lerat et je lui ai dit, les membres de la Cour administrative d'appel de Nancy et peut-être les membres du Conseil d'État n'ont pas tellement envie apparemment d'enfoncer totalement et de sanctionner fermement le rectorat de Reims parce que la plus grosse violation du droit a quand même été oubliée. Et il s'agit bien sûr de la fabrication d'un faux dans mon dossier administratif. Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais faite pour expliquer cela. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs. Donc, le monsieur que vous voyez à l'écran, l'individu que vous voyez à l'écran, il s'agit de Cyril Bourgerie, qui est le DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines du rectorat de Reims. Et cet individu, je l'ai déjà suffisamment expliqué, cet individu, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a ordonné de faire? Eh bien, il a fait ou ordonné de faire d'agrafer à la page 737 que vous voyez à l'écran, d'agrafer dans mon dos, et sans que je le sache, d'agrafer plusieurs autres documents qui datent de avant mon arrivée au rectorat de Reims et qui n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif. Et donc, cet individu a agrafé ou fait agrafer ces documents dans mon dos à la page 737. Et ça s'appelle un faux. Et j'en ai des éléments de preuve, mais parfaitement évidents. Et j'ai fourni ces éléments de preuve à la Cour administrative de Nancy depuis le mois de mai 2021. Donc, ça fait plus de 3 ans que la Cour administrative d'appel de Nancy sait qu'il y a un faux dans mon dossier administratif. Et pourtant, aucun membre de la Cour administrative d'appel de Nancy jusqu'à présent, aucun membre ne veut aller vérifier
s'il y a bien ce faux dans mon dossier administratif et ne veut pas ordonner au rectorat de Reims que moi, j'aille consulter mon dossier au rectorat de Reims pour vérifier l'existence de ce faux. Donc, si vous voulez, c'est le petit bémol que je vois encore, mais je ne vais pas lâcher l'affaire non plus de ce côté-là. C'est le petit bémol que je vois encore, c'est que dans les conclusions donc, du rapporteur public, M. Swan Marshall, pour confirmer l'annulation de la première révocation, eh bien, il ne parle toujours pas de ce faux et usage de faux dans mon dossier administratif. Voilà. Alors, pour terminer, quelles vont être les conséquences pour moi? Eh bien, c'est que cette révocation, cet arrêté de révocation qui date inique, absolument inique et infamant, qui date donc du 5 août 2019, eh bien, il va être purement et simplement retiré de mon dossier administratif. Voilà, ce torchon va être retiré de mon dossier administratif. C'est comme si il n'y avait jamais eu de révocation entre le 5 août 2019 et le 13 septembre 2021. Et donc, ça me donne aussi droit à une reconstitution de carrière, mais ça, je ferai une vidéo exprès pour expliquer ce que c'est parce que c'est assez technique. Et par contre, financièrement, eh bien, je ne vais pas percevoir les traitements que j'aurais dû percevoir pendant les 2 années, entre août 2019 et septembre 2021. Alors, pourquoi je ne vais pas les percevoir automatiquement? Tout simplement parce que je suis une fonctionnaire d'État et on ne peut pas payer le service d'un ou d'une fonctionnaire si le ou la fonctionnaire n'a pas fait son service. Donc moi, puisque pendant ces 2 années, j'étais empêchée de faire mon travail de professeur en documentation, je n'ai pas travaillé vraiment dans la réalité comme professeur en documentation. Donc du coup, on ne peut pas automatiquement me payer mes traitements. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire ce qu'on appelle un recours indemnitaire, c'est-à-dire que je vais déposer un recours de nouveau au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, Madame Sylvie Maigret, elle va être contente de retrouver mon nom. Et je vais demander au théâtre de Châlons d'ordonner au ministère de me payer les 2 années de traitement. Donc, ça se monte à peu près à 50 000 euros. Mais ces 50 000 euros, je ne vais pas les avoir en totalité parce que pendant les 2 années, entre août 2019 et juillet 2000 et août 2021, pendant ces 2 années, eh bien, j'ai quand même perçu des allocations chômage. Donc, le tribunal, et moi, bien sûr, c'est moi qui vais faire le calcul, je vais apporter les documents. Donc, le tribunal et moi, on va faire le calcul entre le montant des traitements que j'aurais dû percevoir en tant que fonctionnaire pendant ces 2 années et on va soustraire, on va ôter le total des allocations chômage que j'ai perçues entre août 2019 et septembre 2021. Voilà. Et à ce moment-là, cette somme me sera versée. Voilà comment je vais avoir la réparation financière de ces 2 années que j'ai perdues injustement en tant que professeur en documentation. Voilà. Alors, pour terminer, eh bien, vous pourriez me poser la question, mais qu'en est-il justement de la seconde révocation? Donc, je vous rappelle brièvement pourquoi cette seconde révocation a eu lieu. Donc, la première révocation d'août 2019, voilà, celle-ci, je la conteste au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne je crois que c'est le 11 octobre 2019. D'accord? Je la conteste au théâtre de Châlons. OK. Le théâtre de Châlons prend son temps, bien sûr, et il y a un individu au théâtre de Châlons contre qui j'ai porté plainte qui s'appelle Olivier Nizet et qui ne fait pas son travail de juge administratif, bien au contraire. Et donc, le théâtre prend son temps et le 6 juillet 2021, donc 2 ans plus tard, dit quand même la première révocation de Mme Chassard, elle est insuffisamment motivée et donc je l'annule. Donc, c'est quand même une bonne chose pour moi. Mais c'était vraiment le minimum, hein, parce que M. Olivier disait, lui, il n'a pas jugé l'affaire au fond et il n'a pas examiné toutes les irrégularités que je dénonçais dans la procédure disciplinaire de 2019. Le ministère est obligé de tenir compte de l'annulation par le théâtre Châlons. Et qu'est-ce qu'il fait le ministère? Eh bien, le 13 septembre 2021, le ministère me dit, Madame,
J'obéis au TA de Châlons-en-Champagne. Donc, ce 13 septembre, je vous réintègre juridiquement dans vos fonctions, d'accord? Je vous réintègre, mais le même jour, je vous révoque. Je vous révoque une seconde fois. Mais cette fois-ci, la seconde révocation, elle va comporter une motivation beaucoup plus précise et beaucoup plus détaillée. Toujours aussi fausse, évidemment, toujours aussi mensongère, on est bien d'accord, mais ça va être précis et détaillé. Et donc, cette seconde révocation, eh bien, je la conteste de nouveau au théâtre de Châlons, et là, ça prend encore 2 ans, et là, en octobre 2019, eh bien, il y a un autre individu au théâtre de Châlons qui ne fait pas son travail de juge administratif correctement et qui s'appelle Antoine Deschamps, contre qui j'ai dû porter plainte pour délit de justice. Et ce Antoine Deschamps, eh bien, il ne trouve rien de mieux que de dire « Oh mais non, la seconde révocation contre Madame Chassard, elle est bien motivée, et puis tout ce qu'on reproche à Madame Chassard, c'est établi, c'est vrai, donc elle n'a rien à dire, et puis hop, moi je confirme la révocation et Madame Chassard, elle a qu'à se faire voir ». Il n'a pas écrit ça, évidemment, Monsieur Antoine Deschamps, mais bon, je peux vous assurer, j'en suis convaincue, dans son esprit, c'était vraiment son état d'esprit. Et donc, lorsque M. Antoine Deschamps confirme la deuxième révocation et rejette mon recours, eh bien, moi, je fais appel et je dépose mon dossier en appel à la Cour administrative d'appel de Nancy contre la deuxième révocation. C'est pour ça que Nancy, en fait, avait les deux révocations à juger, la première et la seconde. Donc la première, ça y est, vous avez bien compris, c'est terminé, on n'en parle plus. Et la seconde, maintenant, j'espère que ça ne va pas tarder, qu'elle soit jugée, que le dossier soit clôturé, parce que tout simplement, l'argument que M. Swan Marshall a retenu pour dire que la première révocation devait être annulée, c'est-à-dire auditionner des témoins le jour de mon conseil de discipline alors que je n'étais pas là et alors que je n'en avais pas été prévenu, c'est une violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense. Donc cet argument-là, que M. Swan Marshall a retenu, eh bien, forcément, il va servir aussi pour la deuxième révocation, tout simplement. C'est exactement la même irrégularité pour la seconde révocation. Donc, à mes yeux, il est absolument impossible que la Cour administrative d'appel de Nancy ne dise pas de la même façon la seconde révocation aussi doit être annulée parce que les droits de la défense de Madame Chassard n'ont pas été respectés, tout simplement. La seule chose que je peux faire, c'est de hâter la fin de ce dossier et je pense, j'en suis pas sûre, bien sûr, c'est une opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à la Cour administrative d'appel de Nancy qui n'ont plus envie de recevoir des courriels d'interpellation ou des mémoires de ma part. Et je pense qu'ils ont eux aussi envie que le dossier soit clôturé au plus vite. Voilà. Donc, c'est ce à quoi je vais m'employer dans les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt et essayez de partager au maximum cette vidéo. En tout cas, mettez des pouces ou mettez des commentaires parce que je répondrai à vos remarques et à vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!